Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Comme promis, nous arrivons à la fin de notre troisième thème de spécialité de première, étudier les divisions politiques du monde, les frontières, et nous abordons aujourd'hui notre objet de travail conclusif, les frontières internes et externes de l'Union européenne. L'Union européenne, qu'est-ce que c'est? Déjà, l'Union européenne, aujourd'hui, elle regroupe 27 États autour d'un projet d'unification unique au monde, un espace de paix, une zone de libre circulation des marchandises, des hommes, des informations, des capitaux, mais une circulation à géométrie variable, puisque dans cet espace, on a plusieurs accords. On a l'espace Schengen, la zone euro, l'Union européenne en général, etc. La formation de ce marché s'est accompagnée d'un effacement des frontières économiques intérieures, c'est-à-dire des droits de douane, et elle s'est accompagnée aussi de l'effacement des obstacles à la circulation des hommes. Les frontières de l'Union européenne résultent, vous le savez, d'élargissements successifs. On est passé de 6 membres en 1957 à 28 en 2013 pour revenir à 27 aujourd'hui. Mais l'union de ces États modifie la fonction des frontières et de leurs enjeux. Le Brexit pose par exemple à nouveau le problème frontalier en Irlande. La question donc que je vous propose, c'est la suivante. Quelle forme les frontières européennes prennent-elles? Quels enjeux géopolitiques impliquent-elles? Notre développement va se faire en 3 parties, de la plus petite échelle, de la plus éloignée à la plus grande, la plus locale. Aujourd'hui, nous commençons le grand 1 avec l'espace Schengen. Les enjeux de Schengen et du contrôle aux frontières, venir en Europe passer la frontière. Première partie, le grand A, l'Union européenne et l'espace Schengen, puisque ce sont 2 réalités proches mais différentes. Il faut bien distinguer Europe, Union européenne et espace Schengen. Ouvrez vos livres, page 228. Sur la carte que nous avons, page 228 de votre manuel, nous pouvons voir donc ces différentes réalités. D'une part, l'Europe, c'est une convention, le nom d'Europe en géographie, ça désigne un espace géographique qui s'arrête à l'ouest avec l'océan Atlantique, au sud avec la mer Méditerranée, et à l'est, alors il y a plusieurs choses, mais vous voyez, un exemple que cette convention est purement humaine, c'est qu'à l'est avec les monts Oural, c'est une limite qui a été proposée politiquement par un tsar de Russie, Pierre le Grand, au XVIIIe siècle. Donc vous voyez, ça a beau être objectif, en fait c'est surtout conventionnel, ces limites géographiques. Ça c'est pour l'Europe comme continent. Ensuite, à l'intérieur du continent, vous avez l'Union européenne en elle-même, avec en bleu foncé les pays fondateurs et en bleu plus clair les pays qui sont membres aujourd'hui. À l'intérieur de cette union, si vous regardez à la page 229, on a également en plus l'espace Schengen, qui regroupe des pays de l'Union européenne et des pays qui n'en font pas partie. Aujourd'hui, à quoi ça peut servir? L'exemple qu'on peut prendre très actuel, c'est la fermeture des frontières extérieures de l'Europe pour éviter la propagation du coronavirus entre l'Europe et le reste du monde. Ça, c'est une décision qui a été prise par les institutions européennes, tandis que les fermetures des frontières intérieures de l'Union européenne, c'est-à-dire des frontières nationales, elles ont été prises par les États souverains. Je vous fais un rappel bref de ce qu'est l'Union européenne, on l'a déjà vu, donc je ne fais juste qu'un rappel. L'Union européenne, dans sa forme actuelle, a été créée en 1957, c'était la Communauté économique européenne par 6 pays, la France, la RFA, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, et elle est devenue Union européenne en 1993 suite au traité de Maastricht de 1992. Elle regroupe donc aujourd'hui 27 États membres. L'espace Schengen, lui, a été mis en place avec les accords de Schengen, une ville du Luxembourg, en juin 1985. Ils ont été signés par 5 des 6 fondateurs de l'Europe, ces accords, la France, l'Allemagne, le Benelux, donc sans l'Italie. L'accord prévoit la liberté de circulation des ressortissants de ces différents pays entre eux. La Convention de Schengen de 1990 prévoit la fin des contrôles systématiques aux frontières de cette union entre les pays. Les dispositions en question ont été appliquées à partir de 1995. À partir de ce moment-là, les citoyens européens ont pu se déplacer sans passeport pour un séjour inférieur à 3 mois dans un des pays de l'Union. Cette année-là, on a démantelé les postes douaniers. Comment se rend-on compte donc aujourd'hui que nous changeons de pays à travers cette union ou cet espace Schengen?
il ne reste plus que deux choses finalement concrètes, puisqu'on ne voit plus vraiment de frontières. C'est les panneaux d'accueil quand on arrive dans un pays, et puis aussi le SMS que vous recevez de la part de votre opérateur quand vous changez de pays pour vous indiquer en l'occurrence qu'il n'y a pas de frais supplémentaires sur vos appels ou vos SMS échangés. Les opérateurs en sont très fiers. En réalité, c'est une obligation qui leur a été faite de la part de l'Union européenne. Il faut donc bien distinguer frontières extérieures, la frontière de l'espace Schengen commune à tous les pays, et les frontières intérieures, les frontières qu'il y a entre les pays. Aujourd'hui, cet espace Schengen regroupe 22 États de l'Union européenne, plus 4 États non membres, la Suisse, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein, ainsi que 3 des 4 micro-États qu'on retrouve en Europe. Les 3 États qui en font partie sont le Vatican, Saint-Marin et Monaco. Par contre, Andorre n'en fait pas partie. Certains États sont exclus de l'espace Schengen parce qu'ils ne peuvent pas gérer les flux migratoires qui les traversent, comme la Bulgarie, la Roumanie ou la Croatie et Chypre, mais c'est en attente pour certains de ces pays. Pour la Croatie et Chypre, les problématiques sont un peu différentes des simples flux migratoires. Et d'autres pays ont décidé de ne pas en faire partie, comme l'Irlande par exemple. Cet espace exclut la plupart des territoires ultramarins qui cependant appartiennent quand même à l'Union européenne, comme Mayotte, car l'Union européenne ce n'est pas l'espace Schengen. Je vous lis l'article 138 de l'accord de Schengen. Les dispositions de la présente convention ne s'appliqueront pour la République française qu'au territoire européen de la République française. Pourquoi ? Cet accord, en fait, il doit être appliqué à des pays qui sont territorialement frontaliers, donc des frontières terrestres. Les négociateurs de la Convention ont considéré que les départements et territoires d'outre-mer français, tout comme les Antilles néerlandaises par exemple, étaient trop éloignés de leur métropole et des États signataires avec lesquels ils n'ont géographiquement aucune frontière commune. Donc ils ne peuvent pas être intégrés dans l'espace de libre circulation que l'on a voulu créer en Europe. Ça n'empêche que ces territoires ultramarins font quand même partie de l'Europe et bien sûr de la République française. Le système d'information de Schengen a été mis en place avec cet accord, on l'appelle le SIS. C'est un système informatique de partage des données entre la plupart des pays membres. Ils permettent de partager des mandats d'arrêt, des données biométriques, des interdictions de séjour, pour que les personnes qui sont hors de la loi, si vous voulez, puissent être facilement repérées quand ils changent de pays. Les frontières internes semblent donc disparaître au profit de l'Union supranationale, l'Union européenne et l'espace Schengen. Mais en fait, on constate également un renforcement de la frontière extérieure, grâce par exemple à l'agence Frontex. Donc, depuis les années 2010, on voit une réapparition des contrôles aux frontières internes également, à cause de la crise syrienne, du terrorisme et du coronavirus, en plus donc des contrôles aux frontières extérieures. Ces frontières extérieures, elles vont adopter plusieurs formes. Vous pouvez le voir, prenez la page 229, vous allez voir qu'il y a plusieurs formes. D'une part, on va avoir tout simplement des lignes, ça peut être la limite entre la Pologne et la Biélorussie, mais on va avoir également des points de passage, des points frontaliers. Ces points frontaliers, on les retrouve dans les aéroports et dans les ports qui nous emmènent vers l'extérieur du pays. Et on va retrouver aussi, par exemple, à la limite entre un pays qui n'a jamais fait partie de l'espace Schengen, le Royaume-Uni et la France, on va trouver un point frontalier, mais où on va le trouver à Calais. Pourquoi ? La frontière, évidemment, elle ne se situe pas officiellement à Calais. Mais on ne va pas contrôler les papiers des migrants éventuels et des personnes qui veulent aller d'un pays à l'autre dans le tunnel sous la Manche ou sur le ferry qu'on emprunte. Ça serait trop tard. On fait donc des contrôles à Calais, par exemple, pour ce qui est de la frontière entre le Royaume-Uni et la France. Je vous l'ai dit, donc, cette frontière, elle est de plus en plus fermée pour filtrer les flux humains, et cette stratégie dissuasive conduit les migrants à emprunter finalement des routes plus dangereuses, par exemple la Méditerranée. En Méditerranée, il y a de plus en plus de traversées de migrants clandestins, qui, pour beaucoup, meurent noyés dans la mer. Pour d'autres, arrivent par exemple sur l'île de Lampedusa pour l'Italie, ou sur les îles grecques comme Lesbos, Chios, etc., au large de la Turquie. On voit donc que cette fermeture des frontières n'est pas une solution en soi, mais elle est une réponse finalement. J'y reviendrai plus tard. Maintenant, j'ai parlé, pour ce qui est de la frontière extérieure, j'ai parlé de Frontex. Qu'est-ce que l'agence Frontex ?
Le nom peut faire peur, mais n'oubliez pas que la peur d'un nom ne fait qu'accroître la peur de la chose elle-même. Frontex, c'est l'ancien nom de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, qui existe ce nouveau nom depuis 2016. En fait, aujourd'hui, généralement, on continue de parler de Frontex dans le langage habituel. Cette agence dispose de moyens importants pour réguler les flux migratoires, 10 000 agents en 2020 quand même, et on retrouve également, en plus de Frontex, le réseau Eurosur, la circulation de données en temps réel aux frontières par satellite et drone qui permet de mieux contrôler ces frontières. Cette agence Frontex, elle permet aussi de surveiller des points d'entrée stratégiques particulièrement, comme le détroit de Gibraltar, les îles grecques, les aéroports internationaux, certains points également comme Calais dont j'ai parlé. Vous voyez donc que cette frontière extérieure, elle est bien surveillée et elle est surveillée particulièrement dans les points qui risquent d'être des points de passage importants. Il n'y a pas seulement les forces européennes qui contrôlent ces frontières, il y a aussi des accords avec des pays voisins qui ne font pas partie de l'UE ou de l'espace Schengen. Il y a des accords par exemple avec le Maroc pour les enclaves de Ceuta et Melilla ou le détroit de Gibraltar, et puis des accords aussi avec la Turquie pour la frontière avec la Grèce. Et ça, j'y reviendrai plus tard puisque ça pose des problèmes importants. On constate donc une externalisation du contrôle des flux. Ce n'est pas l'Union européenne qui contrôle elle-même tous les flux extérieurs. Elle collabore également avec les pays de l'extérieur des frontières pour l'aider à contrôler ces flux. Donc, ce qui peut évidemment poser problème quand un des pays arrête de collaborer, comme l'a fait la Turquie récemment. Cependant, ces frontières s'ouvrent inégalement, même à l'intérieur de l'espace Schengen. D'une part, je vous l'ai dit, l'espace Schengen ne concerne pas toute l'Union européenne, et également les contrôles persistent à l'entrée de certains pays. Des frontières de l'Union européenne peuvent rester litigieuses et exclure leur pays de l'espace Schengen. Par exemple, la frontière entre la République de Chypre et le nord de l'île qui appartient à la Turquie, depuis que la Turquie l'a envahie, cette frontière elle est contestée par Chypre, puisque Chypre revendique toute l'île, puisque toute l'île historiquement a appartenu à Chypre. Comme il y a un problème de frontière, de conflit frontalier entre la Turquie et Chypre, eh bien Chypre ne fait pas partie de l'espace Schengen. À l'intérieur même de l'espace Schengen, il y a d'autres formes de frontières, encore une fois, des frontières culturelles et linguistiques par exemple, qu'il ne faut pas minorer. Des mouvements séparatistes, à travers ces frontières culturelles et linguistiques, veulent créer de nouvelles frontières politiques. Par exemple en Catalogne, en Flandre, en Écosse. Vous voyez donc, il y a une disparition, si on veut, des frontières politiques à l'intérieur de l'espace Schengen, mais finalement il reste des frontières culturelles, linguistiques qui perdurent. À l'intérieur même, encore une fois, de l'espace Schengen et à sa frontière extérieure, on constate en plus une multiplication des clôtures et des murs pour réguler les flux, principalement dans les points de passage les plus importants. J'y reviendrai encore une fois dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, vous voyez ici que cet objet de travail conclusif, il nous amène à remobiliser ce qu'on a déjà étudié dans les deux premiers axes du thème sur les frontières. La frontière ici, elle peut avoir une fonction protectrice, ce qu'on a vu dans l'axe 1 déjà, et cette frontière, elle peut faire débat, ce qu'on a vu dans l'axe 2. Outre les pays faisant partie de l'espace Schengen, on a donc des pays qui n'en font pas partie, mais certains sont alliés à l'espace Schengen. Il n'y a pas besoin de visa, par exemple, pour entrer dans l'espace Schengen quand vous venez des États-Unis ou du Canada. Ce sont en fait souvent des alliés géopolitiques de l'Europe qui sont dispensés de visa pour entrer dans l'espace Schengen. Ils sont donc alliés. Et vous le voyez, ce sont généralement des pays du Nord, des pays riches, ou des pays trop éloignés pour qu'on puisse craindre une immigration clandestine. L'Amérique du Sud, par exemple. Voilà maintenant pour ce qui est de l'espace Schengen lui-même. Ceci nous amène à la question des débats qui ont trait à cet espace Schengen et aux frontières. Grand B, les débats sur les frontières. Le glissement des frontières de l'Union européenne fait débat. L'élargissement d'aujourd'hui est à l'arrêt. On n'a plus intégré de nouveaux pays dans l'Union européenne depuis un certain temps, même si les candidatures restent nombreuses et parfois discutées, que ce soit la Serbie, la Turquie ou l'Albanie ou d'autres.
Ces candidatures sont examinées pour entrer dans l'Union européenne en fonction des critères d'adhésion de Copenhague, qui date de 1993. Il y a en fait 3 piliers pour pouvoir entrer dans l'Union européenne. Il faut déjà avoir un régime démocratique, adopter une économie de marché et respecter les droits de l'homme. Les débats donc, que suscitent ces frontières, ils ont plusieurs raisons. D'une part, politiquement, le souverainisme. C'est une opinion politique qui est défendue et qui est de plus en plus à la mode dans les populations européennes. Il y a également la volonté de renforcer l'Union européenne telle qu'elle est. Donc pour la renforcer, on ne veut pas l'élargir pour le moment, voire plus du tout en fait. Et puis les crises qui ont traversé l'Europe depuis quelques années renforcent aussi les débats. Les crises à répétition qui sont dues par exemple aux flux migratoires. Suite au printemps arabe de 2011 par exemple, il y a eu une grosse arrivée de réfugiés à Lampedusa, par exemple une île appartenant à l'Italie en Méditerranée. Et puis plus tard, avec la crise syrienne aussi, on a eu une crise migratoire en 2015 qui a conduit à un rétablissement finalement des contrôles aux frontières de l'espace Schengen à partir de 2016. Cette frontière extérieure, elle fait donc débat. Certains redoutent une Europe forteresse, favorisant les drames humanitaires. D'autres dénoncent une passoire inefficace qui alimenterait les flux migratoires impossibles à gérer et pour certains ce qu'on appelle le grand remplacement. Donc vous le voyez, cela peut alimenter des discours eurosceptiques, voire europhobes, et aussi des replis nationalistes. Les États méditerranéens sont les plus débordés par les flux migratoires. Pourquoi? Il s'agit ici de l'Italie et de la Grèce surtout, mais également de l'Espagne. À cause du règlement de Dublin III de 2013, ces États sont responsables de tous les migrants clandestins qui arrivent par voie terrestre. Pourquoi? Ce règlement de Dublin de 2013 dit que le premier pays d'accueil du migrant est responsable de l'examen de sa demande d'asile. Et tant qu'un migrant n'a pas obtenu l'asile, il doit rester là où il est arrivé. Vous imaginez bien donc que, comme la Grèce par exemple, dispose de la seule frontière importante terrestre avec le Moyen-Orient, par la Turquie, eh bien la Grèce reçoit énormément de migrants demandeurs d'asile. Mais c'est le cas aussi de l'Italie, avec donc, je l'ai dit, l'île de Lampedusa et d'autres, puisqu'il y a de plus en plus de migrants qui traversent la Méditerranée. Et pour l'Espagne, c'est le cas des enclaves au Maroc, de Ceuta et Melilla. Donc ces 3 pays sont débordés par des flux migratoires de personnes qui veulent entrer en Europe, mais pour entrer en Europe, il faut d'abord rentrer par les premiers pays frontaliers dans lesquels on peut pénétrer, et donc forcément ce sont ces pays-là qui doivent gérer tous ces flux migratoires et les dossiers de ces personnes. Ces pays donc demandent une redéfinition des règles de l'accueil des migrants, de façon à ce qu'ils ne soient pas les seuls à gérer pour toute l'Europe. Ces pays du Sud sont donc particulièrement touchés par la problématique des migrations. La crise de février dernier en Grèce, dont vous avez entendu parler, nous montre à quel point c'est un sujet de débat et une problématique importante. La Grèce ne peut plus gérer toute seule les flux migratoires venant en Europe et ça remet en fait en question le système de l'Union européenne. Au-delà de ça, d'autres pays de l'Union européenne, ce qu'on va appeler le groupe de Visegrad, Visegrad c'est une ville de Hongrie sur le Danube, donc ces pays-là, c'est-à-dire la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, sont opposés tout simplement à l'accueil de migrants parce qu'ils ont le souci de protéger leur population et d'éviter des flux migratoires en leur sein. En résumé, les critiques visent surtout l'inefficacité supposée ou réelle des institutions européennes face aux défis liés aux frontières, qu'ils soient migratoires ces défis ou encore épidémiques actuellement, voire économiques, etc. Aujourd'hui, certains spécialistes pensent que l'Union européenne doit désormais définir clairement ses limites, c'est ce qu'on va appeler borner l'UE, et la politique européenne de voisinage est proposée comme une alternative à l'élargissement. On espère, du point de vue de ces spécialistes, plutôt favoriser les ententes avec les pays frontaliers ne faisant pas partie de l'Union européenne, plutôt qu'intégrer carrément ces nouveaux pays dans l'Union. Voilà pour ce début de cours sur l'espace Schengen et ses frontières. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons les frontières des États adhérents en général, avant de poursuivre avec un exemple précis. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, c'est Leviosa et pas Leviosa.